Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour Maëlle, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous sur ce podcast pour raconter votre parcours inspirant qui servira certainement de réflexion professionnelle à nos auditeurs. Donc déjà, je vais vous laisser en quelques 2-3 bullet points vous présenter avant de parler de votre parcours, de la découverte de l'autonomie, etc., etc. D'accord. Bonjour Sophie, d'abord merci de m'accueillir aussi sur ce podcast. Quelques mots pour me présenter. Donc je m'appelle Maëlle Barial, je suis âgée de 42 ans et j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai fait 20 ans dans le même métier. Et puis comme vous l'avez très justement dit, aujourd'hui réalise une activité qui est compliquée à prononcer, qui est compliquée à comprendre, mais je pense qu'il peut être extrêmement inspirante pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Donc, en effet, c'est ce dont on va parler, ce parcours professionnel, cette découverte de l'autonomie, dont on va parler. Peut-être que certains d'entre vous, les auditeurs, découvrent ce mot. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en tant que responsable, directrice régionale, même responsable donc chez Bouygues. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a tiré à l'époque vers ce métier? Bien. Alors, en fait, à l'issue de mon école de commerce réalisée sur Montpellier, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin d'études d'une année complète. Et je suis une personne qui est assez pragmatique et qui aime les choses concrètes. Et assez spontanément, en fait, je me suis orientée vers un métier où on pouvait presque toucher du doigt, ou pas presque, totalement toucher du doigt ce qu'on réalisait. Et donc, la promotion immobilière, c'est-à-dire la construction, la mise en œuvre collective ou de villas pour accueillir des futures familles qui allaient loger là, ça pouvait être extrêmement concret pour moi. Donc, ça m'a semblé assez naturel en fait de m'orienter là-dedans. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire d'abord en effet ce que j'appelle moi l'équipier McDo, de commencer un petit peu au bas de l'échelle et de commencer par rechercher d'abord des sites, des terrains, des fonciers pour pouvoir accueillir les opérations immobilières. Et puis, en fait, petit à petit, on traverse la vie de l'opération qu'on mène, de l'opération immobilière qu'on mène. On comprend aussi les enjeux stratégiques, on comprend les enjeux commerciaux, on comprend les enjeux bancaires, de trésorerie, etc. Et puis, au fil de l'eau, avec le temps, au bout de 20 années, comme l'équipier McDo, petit à petit, j'ai gagné en galon. Et puis, je pense en compétences et en goût aussi de ce métier-là. En fait, c'est un métier où plus vous plongez, plus vous vous éclatez, si je puis dire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer cette activité. Et pour revenir à votre question sur le parcours de directrice régionale, c'est vraiment un petit peu l'étape ultime qu'on pourrait imaginer avant d'arriver dans le COMEX, si je puis dire. C'est vraiment de pouvoir piloter plusieurs business units dans toutes ces dimensions techniques, économiques et surtout managériales. Quel a été le déclic qui vous ont amené finalement à amorcer une bifurcation vers un tout autre domaine que celui de l'immobilier? C'est l'autonomie. Quel a été le déclic? Absolument. Alors, je pense que je ne vais pas être très originale dans le sens où je vais vous raconter que c'est avant tout en fait une expérience personnelle qui m'a fait engendrer ce déclic. Alors, par contre, ma petite subtilité, c'est que ce n'est pas le Covid ou la Covid, en tout cas l'événement Covid qui a fait que j'ai basculé. J'avais basculé un petit peu avant déjà. Mon expérience personnelle, pourquoi? Puisque l'autonomie a en fait deux volets. Le premier volet, un volet qui va être plutôt en lien, enfin totalement même en lien avec les couples qui attendent un enfant, puisque l'enjeu de l'autonomie périnatale, ça va être de pouvoir créer du lien avec l'enfant dès la phase in utero. Quand je dis créer du lien, les parents
peuvent créer du lien avec l'enfant dès la phase in utero. Et puis, vous avez la deuxième thématique qui est l'autonomie dite thérapeutique, qui va plutôt s'orienter sur les individus, soit ados, enfants, mais surtout adultes, et sur une forme d'accompagnement thérapeutique qu'on peut connaître, mais que je vous développerai un peu plus tard. Et donc, pourquoi mon expérience personnelle? Parce que je suis aujourd'hui maman d'un petit garçon qui a 11 ans, mais donc vous voyez, ça remonte à un certain temps où j'ai en fait pu découvrir l'autonomie via la pratique d'abord prénatale. Et j'ai été absolument, le terme est subjugué, parce qu'il était possible de faire et de vivre dans cette dimension, dans cette discipline. Et ça m'avait totalement bluffé. Et quand vous êtes bluffé, souvent vous vous en souvenez longtemps. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai, comme beaucoup d'entre nous, eu un parcours de vie avec des joies et puis des moments plus complexes, des moments chaotiques et des moments difficiles à la fois personnellement et professionnellement qui sont venus un peu se mettre dans le tube et faire obstruction, si je puis dire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de pouvoir me faire accompagner, de trouver une ressource. Et j'avais déjà testé un bon nombre de choses, de thérapies, sans franchement avoir perçu une subtilité, une différence pour moi. Et je me suis dit, bah, après tout, tu as testé l'autonomie prénatale, pourquoi ne pas tester l'autonomie thérapeutique? On va bien voir ce que ça donne pour toi. Et en fait, ça n'a pas simplement, on va dire, libéré le tube et réglé le problème sur l'instant, ça a totalement changé ma manière d'être, de me présenter au monde, d'être en lien avec les individus qui m'entouraient. Et en fait, de la même façon que j'avais été bluffée par cette approche en prénatal, j'ai été encore plus subjuguée, comme je le disais tout à l'heure, par l'approche thérapeutique. Voilà. Donc, c'est quand j'ai mesuré cette possibilité que je me suis dit intérieurement, c'est pas possible qu'elle reste comme ça, si peu connue du grand public finalement. Bien qu'elle soit très connue dans d'autres pays d'Europe, mais en tout cas en France, c'est absolument, enfin c'est très confidentiel. Et donc, comment on en arrive là? Bien, au fur et à mesure de mon parcours, j'avais cette petite graine qui avait été plantée, mais sans forcément germer. Et puis, au détour d'une rencontre, c'est souvent comme ça que ça se déroule, j'ai retrouvé le thérapeute qui m'avait accompagnée pendant plusieurs mois et qui me demande comment je vais. Donc, on se salue, on se donne quelques nouvelles. Et puis, je lui dis, bon, c'est pas tout à fait parfait encore pour moi. Et il me dit, mais Maëlle, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et là, un peu comme les Miss France, on en sort, j'ai répondu, bah, j'aimerais bien être vous, mais sans barbe. Alors, ça l'a fait beaucoup rire. Et puis, c'est resté comme ça. Il s'est écoulé plusieurs mois. Et un petit peu avant l'été 2020, même l'été 2019, pardon, j'ai reçu dans ma boîte mail un email de cette personne qui me disait, voilà, je vais partir à la retraite en 2024 et avant de partir, je vais lancer 2 cursus de formation. Voilà le contenu. Donc, c'était plus de 2 ans de formation. J'ai pris le temps de découvrir ce que c'était. Et ça nécessitait aussi quelques prérequis parce que vous vous doutez bien qu'on passe pas de la promotion immobilière à l'accompagnement thérapeutique en un coup de baguette magique justement. Et donc j'ai d'abord mis en œuvre les prérequis, puis je me suis inscrite à la formation tout en conservant mon emploi. Parce que voilà, toujours cette notion un peu de savoir si c'était juste pour moi, si j'allais être la personne appropriée aussi pour faire ce genre d'activité. Et puis j'ai finalement fait le grand saut à l'issue du coup de ma formation en 2023, où j'ai quitté le confort de cette vie qui était celle de directrice régionale avec tout ce que ça implique en confort et en inconfort pour ouvrir mon cabinet. Donc intéressant, donc on voit finalement que c'est vraiment un processus long, une maturation, et puis bon des rencontres, voilà, on voit que ça s'est pas fait en un jour. Il y a eu quelques déclics, mais finalement voilà, il faut aussi quand même le temps que les choses se mettent en place et puis voilà, cette montée en compétences aussi, qui a peut-être aussi, voilà, permis de prendre confiance du coup en vos capacités, j'imagine. Et du coup, quelles ont été les étapes les plus marquantes dans tout ce parcours assez long? Quelles ont été les étapes les plus marquantes de votre transition professionnelle et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? Les étapes les plus marquantes, je vais vous raconter une expérience qui m'a marquée énormément.
Quand vous démarrez une formation, bon, c'est toujours très, c'est un peu la lune de miel. Il y a plein de choses nouvelles, on est extrêmement emballé, il y a voilà, beaucoup de joie à réaliser ça. Et puis, vous commencez, comme dans toutes les formations, un peu les cas pratiques. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. On nous a demandé aussi d'avoir des premiers accompagnements, totalement gratuits, évidemment, pour les personnes qui venaient nous rencontrer, mais qui nous mettaient déjà en situation. Et puis, vous choisissez pas les personnes qui viennent vous voir, hein, vous proposez vos services. Et puis après, c'est un peu la pochette surprise, hein. Et j'ai démarré mon second accompagnement qui était donc un accompagnement dans le cadre de ma formation, extrêmement complexe. À tel point que, à l'issue de cet accompagnement sur un des rendez-vous notamment, j'ai passé la nuit suivante à vomir, triper, boyau. Tellement j'avais été touchée émotionnellement, touchée sur voilà ce qui s'était vécu. Et là, j'ai repris attache avec mon formateur le lendemain et je lui ai dit en fait j'arrête. C'est pas possible ça. Moi enfin, je peux pas me faire vivre ça. Et je pense que c'est une expérience spécifique, mais je pense que c'est dans tous les parcours, tous les chemins de vie, on a des expériences qui peuvent être extrêmement dures à vivre. Et finalement, le choix qu'on fait, c'est aussi, quel que soit, qu'on soit salarié ou pas, en fait, c'est presque un choix entrepreneurial. La voie qu'on prend, il faut avoir conscience qu'on va rencontrer des montagnes et qu'il va falloir soit certaines personnes vont s'asseoir au pied de la montagne et attendre, soit certaines vont rebrousser chemin, soit d'autres vont dire, bon, ok, c'est une belle grosse montagne, mais qu'est-ce que j'en fais et comment je la prends en charge, quoi. Et on ne gravit pas une montagne en 3 heures. Ça dépend de la montagne en tout cas, mais pour ceux qui font de la rando, ça se prépare et ça se fait petit pas par petit pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai laisser passer un petit peu de temps, j'ai essayé de me remettre en question, j'ai essayé aussi de reprendre un peu de perspective en disant finalement, est-ce que tu l'as pas vécu avec une telle intensité parce que c'est le début et parce que tu manquais d'outils et voilà, et puis parce que peut-être aussi c'est venu à toi parce que tu avais la compétence de le recevoir. Voilà, j'essaie toujours de voir le côté positif. Et puis voilà, donc ça c'était une expérience marquante. Et puis la deuxième expérience marquante, c'est évidemment quand on finit par faire le grand saut, parce que j'ai pendant encore 1 an une double vie, si je puis dire. Et puis, à un moment où on coupe le cordon. Et donc, tout est dans le titre, hein, on coupe le cordon, donc on se retrouve dans son autonomie, avec ses doutes, mais aussi avec sa joie et puis avec ses ambitions. Et ça, je pense que c'est le propre aussi de chacun, hein, quand on fait un choix de reconversion comme celui-ci. Tout à fait, oui, c'est vrai que on change presque, vous parliez tout à l'heure de changement d'être en fait. C'est vrai que c'est presque un changement, oui, de posture, de personnalité. Enfin voilà, on passe du statut de salarié un peu protégé malgré tous les inconvénients que ce statut peut avoir, au statut, ouais, finalement, d'entrepreneur où on est seul, sans filet. Voilà, on est vraiment autonome totalement. Oui. Vous Euh, parliez de et personnalité, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut avoir aussi la clarté, la justesse de mesurer si c'est la place pour nous ou pas. Alors, sachant que la place d'aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément la même demain, hein, il n'y a rien d'immuable, mais il faut accepter d'endosser le costume et d'y mettre l'énergie. Voilà, moi, ce que je dis, hein, c'est que pendant 20 ans, j'ai porté des marques fortes, hein, les avez citées, Bouygues Immobilier, Kaufmann et d'autres. Bon, c'est des marques qui déjà brillent, ne serait-ce que par leur nom. Et là, en fait, vous portez votre propre marque, c'est du personal branding, du matin où vous vous levez, au soir où vous vous couchez, et encore parfois vous en rêvez. Donc, c'est vraiment une personnalité qu'il faut accepter de modeler dans cette hypothèse. Et le regard des autres, peut-être aussi, qui est parfois un peu difficile, qui change. On change de statut, on porte plus voilà, la même marque, on représente Oui. plus la même chose. Est-ce que vous avez noté un changement dans le regard des autres? Peut-être, mais je vais vous dire, moi, c'est absolument pas quelque chose qui m'impacte, dans le sens où je crois qu'en fait, on n'aime pas les gens, ou en tout cas, on côtoie. Enfin, en tout cas, ma philosophie, c'est qu'on côtoie pas les gens par rapport à une étiquette ou par rapport à un poste. En fait, on côtoie les gens par rapport à ce qu'ils sont, leur être, leur personnalité. Et que finalement, vous vendiez des oranges sur le marché ou que vous soyez cardiologue, finalement, vous restez l'humain
que vous êtes et vous avez voilà. Donc moi en tout cas l'histoire m'a démontré maintenant avec plusieurs années de changement que les personnes que j'avais dans mon cœur et qui étaient dans le monde de la promotion immobilière, je les ai toujours et elles sont toujours sur mon parcours et on continue toujours à déjeuner ensemble et je crois que ça leur met un peu d'originalité dans leur quotidien finalement. Et à contrario, les personnes que je côtoie aujourd'hui qui sont plutôt dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement, du médical, etc., bah, c'était a priori pas mon monde, mais à partir du moment où on fait preuve de curiosité et d'ouverture, en fait, l'intégralité du monde est à vous. Et du coup, ben, on en vient à la découverte de la pratique de l'aptonomie. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez expliquer simplement, avec pédagogie, ce qu'est l'aptonomie et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres approches de soins qu'on peut connaître? Alors, l'aptonomie, il faut d'abord, j'aime bien poser ce postulat, c'est d'abord comprendre que c'est une science avant tout. Certains patients ou certains auditeurs pourraient peut-être se dire, c'est un peu ésotérique, je sais pas, bon, ça pourrait inquiéter ou questionner tout du moins. En fait, c'est une discipline qui a été fondée par un médecin généraliste qui s'appelle Franz Wellmann en 1953 pour être précis, et qui lui, en fait, a, on va dire, consacré sa vie entière à des études très scientifiques pour en fait observer que la plupart des thérapies qui existaient jusqu'alors étaient des thérapies soit verbales, donc vous pouvez comprendre, hein, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la psychologie, psychologue, psychiatre, etc., que vous connaissez, où on va être plutôt dans de l'interaction dans le parler, soit ça va être des thérapies plutôt orienté sur le somatique, c'est-à-dire sur tout ce qui va être en lien avec le corps. Je pense par exemple à la kinésiologie, je pense à l'hypnose ou des choses comme ça, où là on va aller plutôt chercher une partie corporelle de soi, ou l'acupuncture, des choses comme ça, des accompagnements. Et en fait, lui a amené une dimension totalement nouvelle dans tout ce qui était approche thérapeutique, qui est la dimension de l'émotion, puisque ces études ont démontré que vous soyez un petit bébé in utero ou un grand adulte de X années, la première chose qui se met en œuvre dans notre fonctionnement, c'est le sous-cortex. Et le sous-cortex, c'est le système limbique, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec vos émotions. Et pour vous l'illustrer, vous allez très facilement comprendre, vous allez d'abord avoir des frissons ou les larmes qui montent avant de pouvoir verbaliser ou vous mettre en œuvre. Et donc, partant de ce constat-là, qui est pourtant extrêmement simple, mais qui n'avait jamais été mis en œuvre jusqu'alors, partant de ce constat que le corps ne ment pas et qu'on peut le mettre en lien avec une émotion, parce que c'est pas simplement d'observer, tiens, je vois que les larmes montent, c'est qu'est-ce que vous comprenez de ça derrière. Il a formé donc cette approche thérapeutique qui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de soi, puisqu'on ne reste pas dans la partie intellect, on vient vraiment dans la partie ressenti, perception. Et j'aime bien donner cette statistique, alors qui ne sera pas forcément vérifiée à 100%, mais qui est quand même une statistique, c'est qu'on dit qu'un message, en tout cas nous c'est ce qu'on nous avait appris en management à l'époque, qu'un message pour être compris, acquis, entendu, doit être répété plusieurs dizaines de fois. Et souvent, quand vous percevez quelque chose corporellement, c'est presque inscrit dans l'immédiateté. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est sur ce qu'on appelle une thérapie dite brève, parce que c'est là, c'est inscrit, et c'est surtout inscrit de manière durable. C'est pas vous faire du bien là sur l'instant T, c'est reprogrammer presque, ou en tout cas vous permettre de vous programmer pour l'avenir. Voilà, pour aujourd'hui et pour les jours qui suivent. Et pour répondre à votre question, quelles sont les différences par rapport aux disciplines qui existent? Bon, la première, je vous l'ai évoquée, c'est celle-ci, c'est ramener une nouvelle dimension dans la pratique. La deuxième, c'est qu'on a c'est une très grosse différence, hein. C'est qu'en fait, le patient est totalement protagoniste de son soin. Quand vous allez chez, je sais pas, l'acupuncteur ou même chez le psy, souvent vous ressortez de là en disant ah oui, bon, il est compétent, ça m'a fait du bien d'aller le voir. Vous êtes sûrement dit ça après avoir vu quelqu'un. Alors que là, en sortant d'une séance, vous vous dites, enfin, vous le dites pas, mais vous pourriez vous dire, je me suis fait du bien. Et ça change absolument tout. Ça veut dire que vous allez là où c'est possible pour vous, à votre rythme, et vous construisez votre confiance en vous, en fait. Le fondement de l'autonomie, c'est se créer une stabilité émotionnelle durable. Et une stabilité émotionnelle durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, on est chahuté, qu'on rencontre des moments complexes ou des moments très joyeux.
Et souvent, les moments complexes, ben, ils nous mettent à terre. Et donc là, on n'a pas de stabilité. Donc l'idée, c'est un peu de pouvoir rester en stabilité. Ça ne veut pas dire immobile, figé. Ça veut dire en mouvement, mais finalement un peu comme un arbre qui se ferait un peu secoué par les vents. Et à contrario aussi, quand quelque chose de joyeux se présente, pas passer à côté, mais l'embrasser totalement, le saisir et le savourer. Et donc ça passe par le travail du corps, non, l'aptonomie? Oui, on est sur de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'une séance traditionnelle, ça va durer à peu près 1 heure. On va avoir évidemment un temps d'échange en amont de 10, 15, 20 minutes en fonction de la situation qui va être celle, enfin la vôtre le jour J, parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas comme vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas pareil qu'hier et vous ne serez pas comme demain. Et en fait, la qualité de l'aptothérapeute, c'est de saisir ça, de saisir ce qui est juste pour vous à ce moment-là et de le mettre en œuvre dans des exercices, mais pas des exercices corporels comme chez le kiné en levant le mollet ou quoi que ce soit, hein. C'est presque, j'aime pas dire comme ça, c'est pas c'est pas une mise en scène, mais c'est de vous faire vivre une expérience en partant de votre situation personnelle. Je vais essayer de vous décrire un cas très concret de une personne qui va venir en disant, bah voilà, là, je vois bien que cette semaine, ça va pas. Euh, il faut pas avoir forcément un stigmate, hein. C'est un exemple que j'illustre pour vous montrer comment se pourrait se dérouler une séance. Et la personne va arriver en disant, bah voilà, c'est très compliqué au boulot pour moi ces 48 dernières heures. Je me rends compte que je me mets très facilement en colère, que je suis d'un état très colérique, que je pars vite, et puis que j'arrive pas à gérer cette émotion. Et là, cette personne-là, bah, par exemple, on va la remettre dans la situation en disant, bah, regardez, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et on va venir lui créer une contrainte. Par exemple, une contrainte corporelle, soit en la bloquant dans un coin, soit en lui faisant vivre une contrainte physique, etc. Alors, il n'y a pas de méchanceté, hein, nullement là-dedans, mais c'est pour juste vous illustrer. Et en fait, de permettre à la personne de voir quelles sont ses étapes, ses modes de fonctionnement et toutes les strates que la personne se fait vivre, l'énergie qu'elle dépense à devenir colérique. Et une fois qu'elle a pu observer tout ça, qu'elle n'avait pas clairement pu regarder, puisqu'elle était dans son état tellement intense que tout ça, elle voyait que la résultante. D'ailleurs, je me suis mis en colère. Mais elle n'a pas vu toutes les strates qui s'étaient passées avant. On peut décrire ensemble les strates et dire, vous voyez, là, qu'est-ce que vous auriez pu mettre en œuvre, qu'est-ce que vous auriez pu faire de différemment, à la fois dans votre tête, mais aussi dans votre corps, pour vous apporter du confort et pas arriver au stade ultime de la colère, mais peut-être pouvoir vous ramener du confort beaucoup plus tôt et donc, de fait, du confort avec l'autre aussi. D'accord. Oui, j'avais entendu parler, c'est en neurosciences, je crois, pour gagner en confiance en soi, adopter des postures physiques qui, en fait, envoient un message au cerveau de confiance en soi et donc avant une négociation un peu compliquée où on peut se mettre en posture de, Wonder Woman, cachée dans les toilettes, hein, évidemment, mais et du coup, ça booste la confiance en soi. Alors qu'au contraire, il y a des personnes qui se recroquevillent sur elles-mêmes, elles vont être voilà, encore plus en perte de confiance, en tristesse, etc. Donc c'est un peu les mêmes. Alors, l'idée est là, mais si vous voulez, la différence majeure, c'est qu'on n'est pas dans le cadre de l'exercice. Là, on est dans le cadre vraiment de la perception corporelle sur ce que on appelle en aptonomie son socle affectif, c'est-à-dire vraiment ce qu'on peut, en fait, une compétence qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on met tout le temps en œuvre dans notre quotidien, mais qu'on ne met jamais en œuvre quand il s'agit de s'apporter du confort, quand une émotion vient nous percuter. Et donc, c'est simplement, vous voyez que vous arrivez à faire dans d'autres contextes. Cette compétence, vous l'avez, conservez-la et sachez l'utiliser pour vivre la joie ou pour vivre en confort quand quelque chose de difficile se présente à vous. J'aime bien dire, en fait, c'est un muscle que vous avez à l'intérieur de vous. Je l'appelle le muscle du bonheur. Et en fait, simplement, c'est comme les abdos, hein. Les abdos, vous n'allez pas à la salle, vous faites pas une série de 20 et hop, clac, vous avez des tablettes de chocolat. Ça serait trop magique. Mais par contre, certaines personnes, presque, elles savent pas trop où sont leurs abdos. Ben là, c'est un peu pareil. Les personnes viennent. Je leur dis, vous l'avez, ce muscle du bonheur, est-ce que vous savez l'identifier? Ben non, et pourtant, vous le mettez en œuvre régulièrement. Par contre, vous voyez que pour pouvoir vous en servir à bon escient, par exemple, pour porter une charge lourde, vous allez mettre en œuvre vos abdos. Ben là, pour porter une charge lourde, vous allez mettre en œuvre votre muscle du bonheur pour le porter. Et donc, ça s'entraîne aussi, petit à petit. Mais on n'est pas sur de la théâtralisation, hein. On est vraiment sur la perception corporelle. Merci du coup pour cette découverte voilà, de la pratique de l'aptonomie. Ça donnera certainement des idées et des inspirations aux auditeurs sur aussi comment l'adapter à leur pratique.
Et au niveau de votre reconversion, avec le recul, déjà, depuis combien de temps, du coup, vous avez lancé votre activité? Alors, là, j'ai des patients depuis 2 ans maintenant et je termine mon année pleine, en tant que vraiment entreprise individuelle, qui fonctionne. Voilà, je termine ma première année. Donc ça a fait 1 an. Avec le Absolument. recul, du coup, quel apprentissage vous tirez de cette transition professionnelle? Qu'est-ce que vous avez bien fait, du coup, que vous pouvez conseiller, aux auditeurs ou et au contraire, des choses que vous auriez peut-être dû faire autrement? Ce que j'ai bien fait, je crois, c'est de bien m'entourer. Alors, bien m'entourer à titre personnel, parce qu'il faut avoir vraiment des gens aimants et bienveillants autour de soi pour s'autoriser un tel plongeon. Et ça, j'insiste énormément là-dessus parce que d'abord, ça permet de rendre hommage aussi à ces personnes qui nous accompagnent dans notre quotidien, que ça soit notre famille, nos amis, et cetera. Mais vraiment, je crois que c'est le conseil le plus précieux que je peux donner, c'est vraiment de bien s'entourer et bien aussi s'entourer de certains professionnels. Moi, par exemple, comme vous l'avez dit, 20 ans d'être biberonnée au salariat, j'avais pas des réflexes d'entrepreneur, j'avais plein de lacunes et j'en ai encore, mais j'en avais vraiment beaucoup, surtout ce qui était nécessaire d'un point de vue administratif ou même de mise en avant. Aujourd'hui, voilà, il faut avoir conscience, de comment se mettre en avant, créer son persona. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont indispensables. Et vous pouvez perdre beaucoup de temps si vous essayez de vous dépatouiller tout seul. Et donc, moi, j'ai pris le parti de dépenser aussi de l'argent, mais en fait, ce n'est pas une dépense, c'était un investissement parce que j'ai gagné, je crois, un temps fou en trouvant des personnes compétentes qui ont su m'accompagner. Donc, vraiment, je crois, le meilleur conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas à bien vous entourer, que ça soit dans votre vie perso et dans votre vie pro. Et n'hésitez pas même à mettre un billet sur la table. C'est toujours difficile hein, quand on se lance de dire, oh là là, il va falloir sortir cette somme. Oui, mais voyez-le comme un investissement. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil. Et après, moi, ma plus grosse lacune, mais je crois que c'est l'histoire de ma vie, qui n'est pas que liée à mon entrepreneuriat, c'est que je suis une jeune femme qui est pleine d'enthousiasme. Je suis une éternelle optimiste et j'ai aussi, quand on est plein d'enthousiasme, cette envie que les choses aillent vite. On a envie d'avoir vite des résultats, on a envie de vite se sentir confortable, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous l'avez très justement pointé tout à l'heure. Ça germe, il faut du temps. J'aime bien maintenant reprendre cette image de dire, quand vous plantez quelque chose, vous récoltez pas le fruit tout de suite. Il faut du temps. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore ma plus grosse contrainte, hein, c'est cet espace-temps que j'essaie d'apprivoiser petit à petit. Et puis, il y a une certaine forme aussi de non-linéarité, voilà, de surprise. Chaque mois est différent, chaque semaine est différente, chaque jour est différent. Et donc, d'accepter aussi que le rythme peut changer, qu'on puisse cette semaine-là avoir moins d'activité que la suivante. Et encore une fois, accueillir en fait. Avoir moins de visibilité, voilà, qu'un salarié, que ce soit, vécu, sereinement, malgré tout. Exactement. Et du coup, quel impact, cette reconversion a eu sur votre équilibre vie privée, vie professionnelle? Parce que c'est souvent ça aussi, hein, quand on est, voilà, une femme, et qu'on bifurque, ou qu'on est en transition professionnelle, il y a souvent aussi cette question de l'équilibre vie privée, vie pro. Comment ça a impacté, cet équilibre? Alors, je crois que le luxe qu'on a quand on est à son compte, ou en tout cas quand on a sa propre activité, c'est qu'on a le choix. C'est bête hein, à dire, mais ça, en fait, ça enlève un espèce de poids. Alors, on est notre propre patron, donc il faut quand même à un moment bosser. Et l'idée, c'est pas de dire on a le choix de pas bosser, c'est de pouvoir organiser son temps, d'avoir cette clarté de dire, moi, voilà, je suis plus performante peut-être le soir ou plus performante le matin, et d'organiser ses tâches en conséquence et sans être, on va dire, contrainte par d'autres obligations qui viendraient d'ailleurs. Donc cet équilibre, il est dans déjà mon quotidien, dans la journée au quotidien. Et sur mon équilibre vie pro, vie perso, le changement majeur, en tout cas pour moi, ça a été les déplacements. Parce que je faisais énormément de déplacements au sein de mes agences, donc en voiture, mais aussi je remontais extrêmement souvent à Paris. Et en fait, au bout d'un moment, ça me grignotait ma bande passante, en fait. Hein. Parce que ça va au-delà de la réunion que vous passez. Là, vous allez avant, vous allez à l'aéroport, vous enregistrez, vous perdez, vous dormez dans un hôtel, vous voyez pas votre famille. Et ça, pour moi, en fait, ça devenait lourd.
Donc, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de pouvoir, évidemment, j'ai toujours des escapades, mais en tout cas, elles sont choisies, elles sont plus subies et elles sont beaucoup plus justes pour moi. Et ça, c'est vrai que ça, c'était précieux pour moi de pouvoir être auprès de ceux que j'aime quotidiennement sans devoir m'échapper 2 nuits par semaine, en fait. Et quels conseils vous donneriez aux personnes qui envisagent une reconversion vers un métier qu'ils jugent plus en accord avec leurs valeurs? Je crois la première chose, c'est de se faire confiance. Et surtout, de pas trop écouter. Alors, j'appelle ça les détracteurs. C'est un peu dur comme terme. Mais on vous expliquera toujours comment ça va pas marcher. Alors voilà, c'est vraiment faites-vous confiance parce que si vous le sentez dans vos tripes, testez, allez-y, foncez. Peut-être que vous allez échouer, mais entre guillemets, ça sera jamais un échec. Vous ressortirez toujours grandi de l'expérience et vous rebondirez avec d'autres compétences. Donc voilà, en tout cas d'être aligné. Moi, je peux vous dire depuis que je suis alignée, que je fais cette activité, en fait, je ne travaille plus. Ça, c'est le méga luxe C'est de ça, se lever oui. le matin avec la banane et de se coucher le soir en se disant mais j'ai tellement de chance. Et la phrase que j'ai sur mon site internet et que j'adore, c'est celle de Confucius qui dit choisissez un métier que vous aimez, vous aurez pu à travailler une seule journée de votre vie. Eh bien, Voilà. c'est exactement ça. Mm. C'est Complètement. ça. C'est Mm. exactement ça. Et du coup, si on se porte sur l'avenir, c'est quoi du coup les projets après donc 1 an là, d'activité pleine? C'est quoi les projets pour développer l'activité? Comment voilà vous vous projetez pour vous épanouir encore dans ce métier sur les prochaines années? Déjà, moi, je suis une jeune femme de challenge. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'ai ouvert le cabinet, vous l'avez compris, il y a 2 activités, la partie prénatale et la partie thérapeutique. Et la partie prénatale est relativement plus connue, relativement, hein, puisque déjà, voilà, vous avez plusieurs organismes qui en parlent, vous avez des ouvrages, vous avez des podcasts, il y a plein de choses qui existent, et certaines cliniques, maternités en développent les bénéfices. Donc, en fait, quand j'ai ouvert le cabinet, tout le monde m'a dit, franchement, fonce sur ta com, sur le périnatal, tu vas voir, ça va te permettre de remplir, ça va être super, finalement, surfe sur la vague. Et puis moi, j'étais un peu têtue, et j'étais, ah non, mais moi, mon fondement, ma mission, c'est vraiment ma mission, c'était de faire découvrir l'autonomie thérapeutique parce qu'elle m'avait tellement apporté que je voulais absolument que ça puisse être à la portée de tous. Et donc, je me suis mis cet objectif, si je puis dire, de faire connaître à chacun cette pratique-là. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours en chemin sur ça. Donc ça, c'est déjà mon objectif à moyen terme, et je pourrais même peut-être dire à long terme, de continuer à avoir ce bâton de pèlerin et de dire, sachez qu'il existe une ressource. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais faites-vous ce cadeau, testez. Ça, c'est mon premier objectif. Le second, finalement, il va couler de source après, c'est de pouvoir en fait, continuer à aller encore un peu plus loin. Alors là, je me projette loin, hein, mais ça serait de pouvoir peut-être moi aussi un jour, pour éviter que cette pratique tombe en désuétude, continuer aussi à transmettre. Alors là, je suis beaucoup plus loin, mais voilà, je suis un tempérament qui aime beaucoup transmettre. Quand j'étais plus jeune, j'ai donné des cours de danse, et puis après, j'ai développé une académie du développement avec Bouygues Immobilier. Enfin, voilà, ça, c'est mon truc de pouvoir partager et permettre aux autres de grandir aussi. C'est vraiment ça. Donc peut-être dans une perspective comme celle-ci, de pouvoir, je ne sais pas, peut-être créer une forme de formation ou d'accompagnement pour aider certains qui voudraient aussi pouvoir transmettre cette pratique en fait. C'est à moyen long terme. Vraiment, déjà, je pense qu'il faut aussi gagner ses galons et sa légitimité, s'enrichir aussi dans ses pratiques, dans ses cas, et pouvoir faire pas à pas, une fois de plus, hein, reprendre le chronomètre, en faire son ami. Gagner en patience du coup. Exact. Et si vous deviez résumer pour finir en une phrase l'essence de votre travail, de votre parcours, quelle serait cette phrase? Vous êtes bourré de compétences, n'en doutez jamais et laissez-la éclore. Donc, faites germer vos compétences, capitalisez sur les compétences. C'est vrai que le principal souci des personnes expérimentées, c'est qu'elles ne voient plus finalement aussi les compétences. Tout à l'heure, vous disiez d'ailleurs, j'ai dû acquérir des compétences, j'imagine. Oui, j'imagine aussi.
Mais en effet, du coup, on les voit pas forcément. Et c'est ce qui enrichit. Il faut arriver à un moment à les visualiser pour pouvoir les exploiter, en fait, hein, du coup. Et absolument. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous en voyez une, mais vous savez pas que derrière, il y en a encore 1000. C'est Et, ça. et c'est aussi ça, hein, les métiers comme le vôtre, de pouvoir permettre aux gens, il y a plein, plein, plein de façons de se chausser d'une paire de lunettes finalement. Mm. Il y en a plein et chacun trouve sa voie et celle qui lui semble la plus appropriée sur le moment. Mais vraiment, voilà, ouais, vous avez compris, mon fil conducteur, c'est vraiment de dire aux gens, vous avez été pétri de ce qu'on appelle systèmes procéduraux, d'habitudes, de choses qu'on vous a inculquées, de peut-être vous n'êtes pas compétent, vous n'allez pas y arriver, vous ne devriez pas essayer. C'est un peu le sois sage, fait plaisir. On l'a Mm. tous plus ou moins eu, plus ou moins fort dans notre vie. Et je dis pas qu'il faut balayer tout ça, mais je dis qu'à un moment, il y a un truc à l'intérieur, il suffit juste de craquer l'allumette. Et si on veut vous trouver, prendre rendez-vous pour faire une séance d'autonomie, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous l'avez compris, Sophie, ma pratique, elle nécessite d'être en présentiel, puisque, en effet, on va être dans l'expérimentation et je vais aussi être en lien avec vous. Donc, moi, si vous êtes sur Toulouse ou sa région, puisque j'ai des personnes qui font parfois plus d'1 heure et demie de voiture pour venir, parce qu'on est assez peu à pratiquer, je vous accueillerai avec plaisir à mon cabinet qui se situe à Toulouse. Néanmoins, ma vocation, vous l'avez compris, c'est pas forcément de remplir mon cabinet, c'est de faire connaître cette pratique. Alors, si vous allez dans tout bon moteur de recherche sur votre site internet préféré, vous tapez Aptonomie avec un H, H-A-P-T-O-N-O-M-I-E, et vous trouverez probablement, je l'espère en tout cas, un praticien près de chez vous pour aller tester. Merci beaucoup. Et du coup, vous me parliez de ressources qui vous ont aidé dans votre conversion. Est-ce que vous pourriez fournir à nos auditeurs peut-être un ouvrage que je mettrai du coup en commentaire, enfin dans les ressources du podcast, des titres d'ouvrages ou des podcasts ou des choses qui vous ont inspiré, aidé pour cette bifurcation, ou des Alors, professionnels qui vous ont accompagné. oui, alors je vais vous épargner les ouvrages liés à l'autonomie, puisque le plus petit fait 545 pages, et c'est la moitié que d'expériences scientifiques expliquées et synthétisées. Donc je pense que pour nos auditeurs, ça pourrait être un petit peu indigeste. Par contre, je vais vous partager un ouvrage que j'ai lu beaucoup de fois, que je relis régulièrement et qui est à la portée de tous, qui a le vent en poupe en ce moment, qui m'a été en plus offert par ma meilleure amie. Alors du coup, il a aussi une saveur particulière. C'est le livre Respire de Maud Ankawa, je crois, que vous trouverez dans toute bonne librairie, qui est très simple. Alors, c'est romancé, mais le fond même est très chouette. Et c'est vraiment ça, c'est comment je peux regarder à l'intérieur pour voir comme c'est beau chez moi et dehors. Tout à fait. Bah, super. Bah, je mettrai le lien en commentaire dans les ressources du podcast pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir cette ressource-là. Si je résume, voilà, il y a plein de choses que vous avez dit et qui rejoignent des conseils que m'ont dit aussi ma précédente personne que j'ai interviewée. Voilà, se faire confiance, arriver à identifier les compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui. Accepter de découvrir des compétences qu'on n'a pas imaginées. Oui. Ça, c'est vraiment précieux. Parce que finalement, c'est les plus sympas. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi bien savoir s'entourer, oser investir aussi dans une formation. Et puis bien s'entourer, investir en soi finalement. Bien sûr. Et j'aime bien dire oser parce qu'en fait, on a tendance à beaucoup. Ça va tout à fait dans ma pratique, hein. Moi, aujourd'hui, j'essaie d'expliquer aux gens que c'est pas le cérébral qui gouverne, malgré tout ce qu'on nous a appris et toute notre manière de fonctionner. Et de oser, en fait, se mettre en action, se mettre en œuvre. Vous avez déjà fait la moitié du chemin. Évidemment, ça va rater. Évidemment, vous allez vous tromper. Évidemment, il faudra réajuster. Mais vous réajusterez, vous remettrez en action. Et ça, c'est hyper précieux parce qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme. L'immobilisme, d'abord, c'est terrible à vivre. C'est une façon aussi indirecte de se donner une excuse pour se victimiser. Et puis, c'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas. Oui.
Bon, en tout cas, merci Maëlle d'avoir pris tout ce temps pour nous, pour nos auditeurs. J'espère que votre parcours les inspirera, que voilà, ils arriveront à glaner des conseils à travers cette écoute. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci Sophie Euh, de votre confiance. et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et bientôt voilà, la formation de Maëlle à l'apnonomie pour Peut-être. ceux à qui ça a inspiré hein, une envie de se former à l'apnonomie, le temps que Exactement. la graine germe du coup dans quelques La années. boucle sera bouclée ainsi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute. À bientôt pour le prochain épisode.